Je m'appelle André Beau, c'est moi qui suis l'auteur de l'ouvrage Les Jeudis noirs d'Albeuve. On tourne cette vidéo au bord du lac Léman, mais je suis originaire de la Haute-Gruyère, Albeuve où j'ai jamais habité d'ailleurs. J'ai grandi dans le village d'à côté, et puis à l'âge de la retraite, c'est un schéma habituel, on retourne parfois à ses origines, et donc je me suis passionné pour l'histoire de cette localité, de mes origines, Albeuve, et puis ça m'a donné l'occasion de me plonger dans cette histoire qui est parfois dramatique, mais qui montre surtout, comment dire, des gens courageux qui ont surmonté des épreuves pendant presque un siècle quasiment. Bonne question. À l'origine de ce livre, il y a une photo, tout simplement une photo que ma chère maman avait dans ses albums de famille et qui était la photo de mon arrière-grand-père que j'ai jamais connu. Et je me disais, mais qui est ce personnage? Je le voyais avec sa femme, la main posée sur un morceau de bois. J'ai jamais connu. La seule chose qu'on disait, c'est qu'il avait été assez pauvre et puis il était devenu aveugle. Bon, ben c'est un peu court. Et donc, je me suis renseigné, on m'a donné pas mal d'éléments généalogiques. Je me suis rendu compte que ce personnage avait vécu très longtemps, né en 1852, mort en 1944, donc 92 ans, traversant toutes ces périodes compliquées, à commencer par l'incendie d'Albeuve en 1876, traversant d'autres crises, connaissant la pauvreté, la Première Guerre mondiale, sa femme est décédée juste avant, sa fille, l'une de ses filles est décédée pendant la guerre, et puis il y a eu les autres crises, 29 bien sûr, et puis il a commencé même dès 23 à 24 à devenir aveugle et il est mort en 1944. Et à partir de là, je dirais que c'est un peu le fil de la plotte que j'ai tiré, et toute la plotte est venue avec. Naturellement, pas uniquement ce personnage, parce que on n'en sait pas grand-chose. En fait, ce personnage, pour moi, qui a vécu dans la pauvreté, comme je suis journaliste, c'est devenu, comment dire, le fil conducteur d'une thématique. La thématique, c'est la pauvreté. C'est un des chapitres, d'ailleurs, de cet ouvrage. Il faut bien voir qu'on est dans une région, ici, la Haute-Gruyère, donc dans le canton de Fribourg, qui a été pauvre très très longtemps, jusqu'en 1950. Il faut lire les comptes rendus des conseils communaux où les gens doivent quémander quelques francs pour se payer des souliers, simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se les payer. C'est un exemple parmi d'autres qui montre à quel point la situation était compliquée. Cet incendie d'Albeuve, ça commence un peu comme d'autres incendies par un phénomène presque banal. Ça peut être une allumette qui est jetée quelque part. En l'occurrence, c'est plutôt du bois très très sec dans le four du boulanger d'Albeuve. Et puis le bois est très très sec et puis il y a des flamèches qui sortent par la cheminée. Et puis ces flamèches tombent les unes après les autres sur les toits tout proches. Et ce qui, comment dire, est catastrophique, c'est que les toits étaient tous recouverts de bardeaux et les maisons toutes serrées les unes contre les autres. Inutile de dire qu'en quelques minutes, les flamèches ont rebondi, comment dire, d'un toit à un autre et le village a brûlé en un peu plus d'une heure. 160 habitations, 160 habitations, je veux dire, 2 personnes décédées. Et puis voilà, les secours ont essayé d'arriver, mais c'était trop tard parce que ça brûlait tellement vite. Il y a quelques maisons qui ont été sauvées. Mais je veux dire, à l'époque, il n'y avait quasiment pas d'hydrant. Donc, certes, les pompiers sont arrivés une fois que l'alerte avait été donnée, mais c'était trop tard. Pourquoi il est important de raconter cette histoire? Tout simplement parce que l'incendie d'Albeuve n'a jamais été raconté en détail. J'ai eu la chance au cours de cette recherche, puisque je suis originaire d'Albeuve, ayant passé mon enfance à Néry-Vu, de connaître des gens, bien sûr, même si j'ai quitté depuis longtemps et je suis presque une sorte d'expatrié, pas bien loin d'ailleurs, puisqu'on est ici à Lausanne, mais j'avais encore des connaissances. Et puis,
Par exemple, un jour, quelqu'un m'a dit « Ah, mais tu sais, il y a quelqu'un qui a tous les témoignages. » Gilbert Gourtner, par exemple, que j'ai été voir. Il avait été, lui, par curiosité, c'est un ancien directeur d'entreprise, il avait été aux archives cantonales et il avait dans son ordinateur, mais sans que ce soit jamais publié, tous les témoignages que la police avait racontés après l'incendie. Un témoignage, quand on dit ça à un journaliste, c'est intéressant, je veux dire. Et donc, j'ai eu accès évidemment à tous ces témoignages et ça donne de la vie au récit, évidemment, parce qu'un incendie, c'est pas simplement quelques phrases pour dire ça a brûlé, il y a les pompiers qui sont arrivés, puis que les gens étaient malheureux. Il faut mettre de la vie là-dedans. Alors il y a les gens qui s'expriment, qui racontent comment ils ont vécu le début de l'incendie, comment ils étaient impuissants et tout et tout. Et donc il faut faire revivre cette mémoire, bien sûr. Naturellement, par la suite, j'ai lu d'autres ouvrages sur les incendies, parce que des incendies à l'époque, il y en avait beaucoup. Je vous ai dit, il n'y avait pas beaucoup de moyens de lutte contre le feu. Par exemple, quelques années après, le village de Braux va être victime d'un incendie similaire. Et le village de Nérivu également, 28 ans après, en 1904, connaîtra le même destin. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon livre, je fais aussi allusion à l'incendie de Nérivu, mais c'est vrai que la matrice principale de la recherche, c'est Albeuve, parce qu'il y a suffisamment de choses à dire. Jeudi noir au pluriel parce que, évidemment, le jeudi de l'incendie, c'est pas difficile à comprendre que c'est un jeudi noir, mais il faut savoir aussi que ce village d'Albeuve, la rue principale, encore aujourd'hui, s'appelle la rue Jean-Marie Musy. Ah, pour les jeunes aujourd'hui, ça ne dit pas grand-chose. Mais Jean-Marie Musy, c'est un personnage qui deviendra conseiller fédéral, le premier conseiller fédéral fribourgeois de l'histoire. Il est né 3 mois avant l'incendie. Il a dû être retiré promptement du restaurant où il habitait, de l'hôtel dont ses parents étaient propriétaires. Et ce monsieur, comment dire, a la personnalité très très forte, va devenir conseiller fédéral. Avant, il était conseiller d'État, un brillant ministre des Finances dans le canton de Fribourg, d'ailleurs à l'époque du régime Piton, puis au niveau de la Confédération, dans les périodes les plus compliquées de l'histoire, les années 20. Après la guerre, les crises, la crise de 29, etc., les caisses qu'il fallait renflouer et tout. Malheureusement, Jean-Marie Musy a son image qui est considérablement ternie parce que après sa démission du 22 mars 1934, il a commencé à flirter un peu avec les régimes autoritaires de l'époque. Il avait été séduit par le régime moussolinien puis hitlérien. Il a flirté avec le régime hitlérien. Il a eu des rencontres avec Himmler. Bon, tout à la fin, en 1942, il a quand même fait en sorte de sauver 1200 juifs. Mais enfin, quand même, ce tempérament très très fort, c'est un peu, beaucoup, diront certains, compromis. Et donc, son image, il est mort en 1952, mais encore aujourd'hui, beaucoup de gens disent Jean-Marie Musy, on préférait l'oublier. Alors que je pense que les gens ont tort, parce que c'est un personnage, au-delà de tout jugement de valeur, qui mérite qu'on étudie toute sa trajectoire, qui est brillante. Malheureusement, à la fin, je veux dire, il s'est perdu quelque part dans... Mais il faut dire qu'à l'époque, dans les années 30 aussi, je veux dire, pardon, les régimes autoritaires, ça fait presque un clin d'œil avec ce qui se passe aujourd'hui. Les années 30, c'était la montée du communisme, c'était la montée du fascisme, et lui, il était anticommuniste primaire, donc il s'est rapproché des régimes autoritaires, et ça, malheureusement, je veux dire... Mais ça n'empêche pas quand même qu'en 1934, quand il a démissionné, il avait de nombreux admirateurs encore dans la région, et notamment Gruyère. Sa démission était considérée comme un jeudi noir, pour répondre à votre question. J'ai passé plus des milliers d'heures. J'ai une estimation à plus de 5000 heures, je crois, parce qu'il fallait vraiment aller chercher des documents, rencontrer des gens. Moi, j'habite Lausanne, j'étais en Gruyère, il fallait se déplacer, je sais pas, 150 fois en Gruyère, dormir à l'hôtel parfois, aller chercher, parce qu'il n'y avait pas beaucoup, vous savez, la mémoire. La mémoire, ça se creuse, c'est des documents qu'il faut analyser et décortiquer avec des gens de la région.
Non, si on prend les événements contemporains tels que Crans-Montana par exemple, non, parce que j'avais commencé 5 ans avant de travailler l'incendie d'Albeuve. Mais l'incendie d'Albeuve, je veux dire, c'est une époque assez différente. Je vous l'ai dit, il n'y avait quasiment pas de moyens de lutte contre l'incendie. Ça a aggravé quand même la pauvreté. Des gens ont dû évidemment être accueillis dans des villages tout proches. Pour la petite histoire, si ça vous intéresse, je veux dire, il n'y a pas que des malheurs. Par exemple, si on prend Louis Beau à la Noire, a été exilé à 1 kilomètre dans une famille à Nérivu, ben il a découvert l'amour. Parce que voilà, il a rencontré sa future femme, etc., qui est devenue, voilà, Mais il y en avait d'autres aussi, ça c'est moins heureux, d'autres qui étaient tellement touchés par la catastrophe, qui se sont noyés dans l'alcool, et on trouve par exemple des plaintes qui existent, non pas des plaintes pénales, mais des plaintes auprès des autorités, dans les villages voisins. Il y a des gens qui disaient, ouais, ce personnage d'Albeuve, comment dire, est un ivrogne épouvantable. On peut le comprendre un peu, je veux dire, il avait connu un tel drame que finalement il s'oubliait un peu dans l'alcool parfois. Moi, je suis un enfant de cette région, j'ai passé mon enfance à Nérivu, donc j'ai connu pas mal de personnages qui, beaucoup sont morts aujourd'hui, pas mal de personnages. Quand j'étais petit, j'avais 10-15 ans, j'ai connu des personnages dont je parle dans cet ouvrage, des personnages quand même qui, il faut le dire et même le redire, qui ont eu le courage, comment dire, de surmonter ces épreuves différentes parce que c'était une culture différente, hein. Il n'y avait pas d'assistance psychologique à l'époque. Hein. C'était des gens qui, à la force du poignet, construisaient, bâtissaient. D'ailleurs, le sous-titre de l'ouvrage, c'est de l'incendie au temps des bâtisseurs. Ce sont des gens qui ont travaillé le bois, qui ont travaillé la pierre. Et puis, une culture de l'entraide quand même aussi, qui est quand même très très forte, je veux dire. Et puis un enracinement dans cette région qui fait que les gens sont attachés à leur région. Moi, évidemment, j'ai quitté il y a longtemps, mais j'ai une attache profonde avec eux. D'ailleurs, je crois que le préfacier du bouquin dit qu'il parle d'émerveillement dans certains de mes textes. Mais ça n'a pas de grande importance. Oui, c'est vrai que j'ai été pendant 30 ans journaliste, notamment dans l'actualité, mais vous savez, j'ai toujours été un passionné d'histoire. Alors, parfois, il y avait un peu de frustration dans l'actualité parce qu'on devait résumer les choses en une minute ou deux. Ici, à l'âge de la retraite, hein, ça donne le temps. Et puis, je suis vraiment un passionné d'histoire, qu'il s'agisse d'une histoire régionale comme celle d'Albeuve et de l'Intiamont, ou bien de l'histoire de l'Italie ou du Proche-Orient. Je veux dire, ça me passionne toujours autant. Donc, ici, on a le temps, et puis ça répond, dans le fond, à ce qui m'anime depuis ma tendre enfance, c'est-à-dire l'histoire. Je ne peux pas dire qu'il y a des surprises gigantesques dans le travail qui a été fait, mais néanmoins, je veux dire, certes, il y a quelques dizaines de photos qui, certaines sont connues parce qu'elles viennent du musée, mais sur 150 illustrations, il y en a au moins la moitié qui sont des documents inédits. Je veux dire, des documents qu'on dirait de collection privée en termes d'édition, des magnifiques photos de familles, par exemple, en 1905, où on trouve des personnages, où il y a en même temps, comment dire, l'ancêtre d'une tribu, d'une famille qui a beaucoup compté, mais juste à côté, il y a Jean-Marie Muzy, puis il y a le prêtre. On voit bien comment dire, les relations qui peuvent exister entre certaines familles. Le simple fait, par exemple, d'avoir le portrait photographique du syndic de l'époque, comment dire, Alexis Castella, il a fallu travailler avec un admirable, comment dire, descendant indirect de cette famille, Francis de la Combat, qui lui avait, comment dire, un album en fouillant dans ses... on avait cette photo. Naturellement, c'est clair qu'elle se trouve dans l'ouvrage parce que c'est incarné, c'est vraiment, il y a une incarnation de... Oui, bien sûr. Ouais. Oui, la couverture du livre, c'est l'œuvre de François Furet, qui était un peintre d'origine genevoise et qui se trouvait dans la région à l'époque de l'incendie, une magnifique peinture qui illustre bien les flammes, les gens qui sont. C'est une allégorie dans le fond, c'est pas une photo très réaliste, c'est plutôt une allégorie, mais c'est une magnifique peinture qui a été longtemps présentée dans la salle de lecture du musée gruyérien à Bulle. Aujourd'hui, elle est dans les collections, dans le sous-sol, on peut la voir sans grande difficulté. Et quand on a fait la photo de cette peinture, naturellement, avec
Francis-Antoine Niquet, il m'a dit d'entrer en voyant plusieurs photos, il m'a mis le doigt sur la photo, il m'a dit « ça sera la couverture ». Donc à mes yeux, c'est évident. D'ailleurs, c'est aussi, si je ne me trompe pas, la présentation du spectacle qui a lieu à Albeuve au mois de juin, puisqu'il y a un grand spectacle qui commémore cet incendie entre le 11 et la fin du mois de juin. Parce que j'ai toujours eu la passion de comprendre, l'envie de comprendre dès ma tendre enfance. Je suis un esprit un peu agité, je vous l'accorde. Je pense que je suis né agité, je mourrai agité et j'ai la passion de l'histoire. Donc à l'âge de 14 ans, plutôt que de lire des bandes dessinées ou Alexandre Dumas, je lisais André Malraux, La condition humaine. Sur l'intelligence artificielle, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du progrès. Il y a eu des révolutions dans l'histoire, évidemment l'imprimerie, il y a eu d'autres choses, il y a eu le 19e siècle, le chemin de fer, l'industrialisation. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça déstabilise beaucoup parce qu'il y a la crainte d'avoir des millions d'emplois qui disparaissent. Mais je veux dire, on peut voir le verre toujours à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je préfère le voir à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont travailler autour de cette nouvelle technique. Et donc, mais ça va signifier des problèmes sociaux qui seront majeurs, c'est évident. Les éditions Montsalvance, j'avais eu l'occasion de rencontrer Francis-Antoine la première fois, c'était, à Espace Gruyère, quand un de mes amis journalistes à la radio, Pierre-Étienne Joie, publiait un autre ouvrage aux éditions Montsalvance. Et à l'occasion de cette présentation, j'ai naturellement été tapé sur l'épaule de Francis-Antoine, qui d'entrée m'a dit « Je ne fais aucune promesse, il faut arriver avec du texte ». Donc je l'ai revu seulement bien plus tard quand j'avais du texte. Et puis avec le concours aussi, j'ai envoyé à Jean Rime ces textes. C'était approuvé au départ parce qu'il voyait quand même si c'était que des chroniques journalistiques, il a assez rapidement vu l'unité de la matière qu'il y avait en quelque sorte entre Albeuve, l'incendie et l'histoire économique et sociale. Et puis on a eu des contacts par la suite et qui sont devenus excellents, évidemment. Je pense que je ne vais pas vous surprendre beaucoup parce que c'est un monsieur qui s'appelle Mauvignier et qui a écrit La Maison vide, qui a eu le Goncourt l'année dernière, que je considère quasiment comme un chef-d'œuvre. Évidemment, moi, je n'ai pas cette prétention-là. Hein. Je veux dire, je cours pour rien du tout, je reste tout à fait modeste. Je fais un ouvrage régional qui, j'espère, intéressera quelques centaines de personnes. Mais si on prend Mauvignier, c'est une histoire qui remonte dans toutes les générations. Ben, moi aussi, je remonte dans les générations. Alors, c'est un peu moins dramatique, quoique il y a des drames partout, que ce soit pour la Deuxième Guerre mondiale chez Mauvignier ou même avant, ou si on prend Haute-Gruyère, il y a aussi des drames, il y a aussi la guerre, il y a aussi des incendies, il y a aussi la pauvreté et l'exil forcé. Donc voilà, mutatis mutandis, tout ça c'est des recherches sur les générations diverses. Oui, des rencontres avec le public, presque évidemment. Tout d'abord au spectacle d'Albeuve, puisqu'il y a 9 représentations dès le 11 juin, tous les jeudis, vendredis et samedis, spectacle qui commémore l'incendie, évidemment. Les sociétés locales ont mis ça sur pied, épaulé par Patrice Bourquin, avec qui j'ai travaillé un tout petit peu aussi, et puis d'autres personnes. On s'est échangé les informations. Je serai aussi aux Estivales du Livre, bien sûr, le 20-21 juin. Il y a d'autres rencontres au comptoir gruyérien, etc., aux 10 ans des éditions Montsalvance, et puis peut-être d'autres occasions encore qui ne sont pas encore inscrites à l'agenda.